Ok, alors pourquoi j'ai plus le chat? Ah voilà, c'est bon. Bon, mais du coup, on va commencer donc le deuxième cours d'aujourd'hui. Donc, c'est l'introduction à la chimie thérapeutique. Alors, quelques petites précisions. Donc, vous allez voir qu'en fait, ce cours, il est un peu beaucoup intense. Vous allez voir aussi quand vous aurez les vidéos qu'elle va parler énormément et qu'il y a vraiment beaucoup d'informations à retenir. Un truc vraiment très conseillé pour ça, c'est vraiment de refaire donc des annales à fond. Parce qu'en fait, vous allez voir que les items, en fait, ils vont souvent revenir, ça va être assez les mêmes. Et en plus de ça, des fois, elles s'amusent à faire, pas des petites cachotteries, mais en gros, des fois, elles s'amusent à changer un peu la tournure des phrases ou alors changer juste un petit terme. En fait, ça peut mettre complètement cette réponse fausse. Ok. Pour les annales, vous les aurez après, je pense. Enfin, je sais pas. Dès que les vidéos seront mises, je pense que c'est là où vous aurez les annales. Donc du coup, on va voir donc la définition donc de la chimie thérapeutique ou la pharmacochimie. On va voir donc la conception du médicament avec les aspects chimiques et après une petite conclusion avec des QCM. Donc pour la définition. Donc sur le volume de parenthèse, c'est marqué qu'on allait. Alors oui, en fait, ça a changé, c'est chimie thérapeutique aujourd'hui et les variables, les liaisons entre deux variables qualitatives, en fait, ça a changé d'horaire. Oui, j'ai prévenu en début de cours, on intervertit le cours de chimie avec le cours de maths et le cours de maths sera fait la semaine prochaine à la place de la programmation de ce cours. Voilà, vous inquiétez pas, hein, vous l'aurez quand même liaison. Ok, du coup, alors en fait, la chimie thérapeutique, donc qu'on appelle aussi pharmacochimie, c'est une discipline qui va étudier donc la conception et la synthèse en fait des molécules à visée thérapeutique. Donc, faut savoir qu'en fait, la chimie thérapeutique, c'est un domaine d'étude scientifique qui est pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'on va avoir besoin de la chimie organique, donc pour faire des synthèses. On va avoir besoin de la biochimie pour comprendre comment cette molécule va marcher donc, au sein d'un être vivant. On va avoir besoin de la modélisation moléculaire, parce que du coup, il faut bien simuler comment va marcher cette molécule. On va aussi avoir besoin de la pharmacologie pour étudier donc, tout ce qui est propriétés thérapeutiques. On va aussi faire appel à la physico-chimie, à la biophysique et à la biologie moléculaire. Donc, une petite définition de la maladie. Donc, en fait, la maladie, c'est une altération de l'équilibre biologique interne d'un être vivant. Donc, en fait, quand on va créer un médicament, en fait, on va essayer de rétablir cet équilibre interne et du coup, on va agir sur deux facteurs. Donc, on va avoir des facteurs génétiques et des facteurs externes. Ensuite, on va parler donc de la définition du médicament. Donc ça, c'est vraiment une définition donc, qui a un sens juridique et une valeur juridique. Donc en fait, on entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction organique. Donc en fait, vous voyez que cette définition, en fait, elle met un peu donc, en évidence les, comment on peut dire ça, les objectifs de la conception d'un médicament. Donc ça, c'était pour les définitions. Maintenant, on va voir donc la conception des médicaments. On va plutôt voir l'aspect chimique. Donc ça, c'est plus ou moins donc en fait l'échelle de vie d'un médicament jusqu'à son autorisation de mise sur le marché. Donc pour la conception du médicament et les aspects chimiques, en fait, on va avoir trois étapes. Donc l'identification et la validation de la cible, la découverte de la molécule active et l'optimisation. Donc ces trois étapes, en fait, elles interviennent avant les essais précliniques, les essais cliniques et avant l'autorisation de mise sur le marché. Donc ça, c'est les trois étapes que je viens de vous citer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la étape 1 et 2, je ne l'ai pas marqué là,
Mais en fait, ces deux étapes, elles sont plus ou moins en parallèle, en fait. Parce que généralement, on découvre la molécule, puis on fait l'identification et la validation de la cible. Donc, première étape, identification et validation de la cible. Donc, une petite définition de la cible. Donc, la cible, c'est une structure cellulaire ou moléculaire, donc ça peut être une protéine, un acide nucléique, qui va être impliquée dans une pathologie et sur laquelle un médicament va pouvoir agir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les cibles protéiques sont vraiment les cibles qui sont le plus étudiées. Donc, on va voir la démarche scientifique qui est axée donc, sur l'identification et la validation de la cible. Il faut apprendre les définitions. Mais en vrai, j'aurais tendance à dire oui avec elle, parce qu'en fait, elle peut. En fait, celle qui fait ce cours-là, en fait, elle peut te sortir tout et n'importe quoi. Mais après, c'est pas si compliqué à retenir. On en a vu que quatre. La chimie thérapeutique, ben, la conception et la synthèse d'une molécule à visée thérapeutique. La maladie, ben, une altération de l'équilibre biologique interne. Le médicament, ben, ça a des propriétés curatives ou préventives. Donc, préventive, c'est la prophylaxie, c'est la prévention. Donc, que ce soit pour les humains ou les animaux, soit c'est pour un diagnostic, soit tu restaures, soit tu corriges. Enfin, c'est plus ou moins facile à comprendre. Et après, ouais, la cible, donc, c'est une structure cellulaire ou moléculaire qui est impliquée donc, dans la pathologie. Et du coup, on va agir sur cette cible-là. Donc, le médicament va pouvoir agir sur cette cible-là. Donc, du coup, la démarche axée donc, sur l'identification et la validation de la cible, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir par cœur, genre limite mot pour mot, parce que c'est ce qui tombe genre mot à mot. Donc, on va quantifier la modulation de l'activité à la cible. Ça va être aussi la capacité de la cible à se lier à une petite molécule, la capacité de la petite molécule à moduler l'activité de la cible, donc c'est ce qu'on appelle aussi le, la capacité druggable, et le clonage et l'expression de la cible. Donc, dans les QCM, quand vous allez voir euh, quelles sont les démarches scientifiques pour l'identification et la validation de la cible, il n'y a que ces quatre-là. Ces quatre-là et rien d'autre. Ensuite, donc pareil, là, on va voir les objectifs donc, de cette étude. Donc, c'est les objectifs de l'interaction entre un médicament et sa cible. Donc, il y a trois objectifs. Donc, créer des interactions qui vont être plus sélectives. Donc, elles seront plus sélectives vis-à-vis des différentes cibles. On veut vraiment agir sur cette cible-là et pas cette cible et un autre. Nous, on veut agir que sur la cible qu'on veut. On veut aussi augmenter donc, l'activité du médicament, parce que si son activité elle est un peu naze, ben, en fait, il sert un peu à rien. Et on veut aussi à tout prix diminuer des effets secondaires indésirables. Donc ça, c'est les objectifs de l'interaction médicament-cible. Donc tout à l'heure, c'était la démarche scientifique qui axe sur l'identification et la validation de la cible. Là, c'est les objectifs donc de l'interaction entre le médicament et la cible. Alors, là, donc tout à l'heure, je vous avais dit que les cibles protéiques, c'était les plus étudiées. On va voir qu'il existe deux types de cibles protéiques. Donc on va voir les enzymes et les récepteurs. Donc, normalement, vous avez peut-être dû voir les enzymes. Donc, ce qu'il faut savoir sur les enzymes, c'est que ce sont des catalyseurs de la vie. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça augmente la vitesse de réaction. Enfin, je suppose que vous avez déjà entendu tous parler de l'anhydrase carbonique. Si on n'avait pas l'enzyme pour faire cette réaction, ça prendrait des milliards d'années. Donc, une enzyme, elle est toujours retrouvée intacte à la fin du processus. Donc, on rajoute une enzyme, par exemple, dans une réaction chimique, et à la fin, on va retrouver cette enzyme qui est intacte. Intacte, pourquoi? Parce que c'est un catalyseur. Ça va aussi offrir une surface propice à la réaction, parce que vous savez, pour qu'une réaction puisse avoir lieu, il faut qu'en fait vos deux, on va dire, allez, deux molécules, il faut qu'elles puissent rentrer en contact dans une bonne approche et avec une bonne orientation. Sinon, ça ne marchera pas. Donc, elle va aussi obliger les réactifs à se rapprocher, à se positionner correctement. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire. Et ça va aussi affaiblir les liaisons à rompre. Donc, c'est aussi donc, des processus réversibles. Donc, qui dit processus réversible, ça veut dire que ça peut se faire dans un sens comme dans l'autre. Et du coup, les substrats, ils vont s'entrer à l'enzyme au niveau du site actif. Donc, quand on parle d'enzyme, il faut vraiment aussi retenir le terme de site actif. Donc, on va le voir, normalement, je crois qu'il y a un schéma juste après là-dessus.
Ah oui, et là, je vous ai mis un cœur aussi, parce qu'il y avait une annale qui demandait quelles sont les caractéristiques des enzymes avec plusieurs éléments qui se trouvaient là-dedans. Mais vous aurez tout le temps de le voir. Donc, on va revoir en fait un peu le schéma de l'interaction donc enzyme avec son substrat. Donc, ici, vous avez votre enzyme. Ça, c'est le site actif de votre enzyme. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que votre substrat, il va s'ancrer au niveau du site actif. Quand il va être ancré, donc il peut y avoir une déformation de l'enzyme, mais ça, c'est pas au programme. Après, il va se passer une réaction. En fait, cette réaction, ça va permettre de libérer le produit et après, on va pouvoir le libérer. Donc, c'est vraiment tout simple. Donc là, on a vu les enzymes. Maintenant, on va voir donc les récepteurs. Et arrêtez-moi dès qu'il y a un truc qui bloque, hein. S'il y a un truc où vous doutez ou que vous ne comprenez pas, enfin, on peut repasser. Donc ouais, c'est un peu le concept, le modèle clé-serrure, qui n'est plus trop adapté parce qu'on utilise plutôt le modèle de l'ajustement induit. Clé-serrure, en fait, c'est trop vieux. Mais elle en parle pas vraiment. Donc maintenant, on va voir donc les récepteurs. Donc c'est toujours donc un autre type de cible. Donc le récepteur, en fait, c'est une petite région qui va être macromoléculaire de la cellule. Elle va pouvoir aussi se combiner donc chimiquement avec la partie qui est responsable de l'activité pharmacologique du médicament ou d'une molécule active qui est appelée ligand. Donc généralement, en fait, quand on est avec des enzymes, généralement, on va toujours parler de ligand et tout. C'est pour ça qu'en fait, ils utilisent le terme ligand. Et du coup, en fait, les récepteurs, ça permet aussi donc de pouvoir communiquer entre les différents systèmes de l'organisme. Je crois que je vous ai mis un petit schéma de comment, donc en fait, le ligand, l'interaction ligand-récepteur elle fonctionne. Ouais. Ok, donc en fait, les récepteurs, donc c'est toujours des macromolécules protéiques. Elles vont être localisées donc dans une région de la cellule. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va se faire en trois étapes. Donc en fait, on va avoir le ligand qui va arriver au niveau du récepteur. Donc ça va être l'étape de reconnaissance. Une fois que cette étape de reconnaissance en fait a été faite, en fait cette reconnaissance elle se fait par complémentarité. Vous voyez que ici le récepteur il a une forme comme ça et le ligand il a cette forme. C'est un peu le même raisonnement avec l'enzyme. Donc quand cette reconnaissance a eu lieu, en fait on va avoir un phénomène de transduction. Donc la transduction va avoir lieu quand on va avoir donc le complexe ligand-récepteur qui est formé. Donc en fait on appelle ça un complexe. Et du coup, en fait, cette transduction, ça va induire donc un changement conformationnel, parce que vous voyez que le récepteur, en fait, il a changé de forme. Ici, vous voyez que là, ici, il a fait des petites formes. Est-ce que des enzymes aident bien à la transaction? Transduction, tu veux dire? Oui, aussi. Non, mais en fait, oui. Mais le truc, c'est qu'en fait, vu qu'elle le dit pas, vous devez pas le savoir. En fait, vraiment, genre, les schémas, toutes les images, c'est vraiment pris du diapo de la prof. Donc, si ça avait pas été écrit transduction, c'est que vous devez pas le savoir. Mais là, par contre, pour les récepteurs, il faut retenir donc qu'il y a trois étapes, donc la reconnaissance, la transduction. Et du coup, quand on va avoir cette modification donc conformationnelle, en fait, on va avoir une amplification du signal et du coup, en fait, on va voir apparaître d'autres petits, je ne sais même pas comment appeler ça. On va appeler ça d'autres molécules. Et du coup, en fait, cette amplification du signal, en fait, c'est pas que l'amplification, c'est tous les récepteurs en fait, ils vont pouvoir être impliqués donc dans la modulation d'une chaîne métabolique ou dans la modification de l'activité d'une cellule spécialisée. Donc ceux qui vont faire par exemple une licence SV, vous allez voir comment ça fonctionne. Mais après, on vous demande pas ce niveau de connaissance pour ce cours-là. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué. Donc la reconnaissance mutuelle et la formation du complexe ligand-récepteur. Donc là, on a le complexe, on a la transduction donc, qui induit la modification conformationnelle, et ensuite, on va avoir l'amplification du signal. Donc, toujours sur les récepteurs, donc on va avoir quelques caractéristiques sur les récepteurs. Donc, ils peuvent se localiser donc, au niveau membranaire, soit au niveau membranaire, soit dans le cytoplasme. Leur structure spatiale, elle va dépendre de leur environnement cellulaire. S'il y a beaucoup de place, ben, ils vont être plus gros. S'il y a une petite place, ben, ils vont être plus petits. C'est un peu de la logique. C'est compliqué d'isoler les récepteurs, en fait. Donc,
On peut le faire par chromatographie d'affinité ou d'ultracentrifugation. Là, on ne vous demande pas le détail des techniques, mais c'est juste des noms qu'elle a donnés. Et du coup, en fait, pour pouvoir les caractériser, donc on peut faire des études, donc soit in vivo, ex vivo ou in vitro. Et en fait, on va utiliser des substances endogènes ou exogènes à haute activité spécifique, comme le tritium, le carbone 14 ou l'iode 125. Donc après, je pense, moi j'avais retenu les noms parce qu'en fait, ça peut tomber, en fait, vu qu'elle fait vraiment tomber un peu tout et n'importe quoi. Donc vraiment, quand vous allez voir le cours, il y a vraiment plein d'informations à retenir. Et du coup, c'est quoi ex vivo? Ex vivo, en fait, c'est comment expliquer? Hmm. En gros, c'est quand tu. Non, c'est ben, justement, c'est pas comme in vitro. En fait, tu as le in vivo. Est-ce que tu vois c'est quoi le in vivo? Ouais, ben, en gros, ton in vivo, c'est à l'intérieur, et ben, ton ex vivo, ben, c'est à l'extérieur. En gros, in vivo, tu pratiques directement dans, par exemple, je sais pas moi, une expérience in vivo, par exemple, je sais pas, on va t'ajouter quelque chose au niveau de ton poumon que tu as encore dans ton corps. Et ex vivo, ben, en gros, le poumon, il est plus dans le corps, il est dehors. Et du coup, tu pratiques quand même cette expérience, mais sur le poumon, mais qui est plus dans ton organisme. Je sais pas si c'est clair. Bon, je continue. Et arrêtez-moi dès que ça bloque. Donc là, on est toujours donc, dans l'interaction entre un médicament et sa cible. Donc tout à l'heure, on avait revu les trois objectifs. Là, maintenant, on va parler des ligands. Donc les caractéristiques des ligands, donc ça va être l'affinité. Donc l'affinité d'un ligand, c'est est-ce qu'il peut se fixer à la cible ou pas. Donc cette affinité, elle est due à quoi? Donc elle est due aux propriétés géométriques et électroniques du ligand. Donc géométrique, la forme, électronique, ben, c'est tout ce qui est électron. L'activité intrinsèque aussi va jouer là-dedans, donc qui va dépendre des propriétés physico-chimiques. Et du coup, on va avoir soit des agonistes ou des antagonistes. Donc, agoniste, généralement, ça va avoir l'effet qu'on peut être amplifié. Et l'effet antagoniste, ben, par exemple, ça va bloquer cet effet. Pour prendre un petit exemple vite fait, euh, on le verra demain en synthèse et hémisynthèse. En gros, une molécule qui va être agoniste, admettons que vous devez prendre un médicament qui doit accélérer votre rythme cardiaque, vous allez prendre un agoniste, parce que du coup, ça va amplifier l'effet. Mais si, par exemple, vous faites de l'hypertension artérielle, en gros, vous allez avoir, par exemple, des hormones qui vont être sécrétées, qui vont augmenter cette hypertension, donc ils vont se placer sur des récepteurs bêta-adrénergiques. En gros, vous allez prendre un médicament qui va être antagoniste de ça. C'est-à-dire que la molécule qui va se fixer sur le récepteur pour augmenter la tension, ça va être donc une autre molécule qui va s'y fixer, et du coup, on va empêcher d'avoir cet effet-là. Donc, c'est ça, antagoniste. Et du coup, le ligand, il peut stimuler ou inhiber les processus physio, donc ça rejoint un peu plus ou moins ce que je venais de dire plus haut. Et l'activité thérapeutique, en fait, c'est la résultante de toutes ces interactions. Voilà, donc encore un petit cœur. Donc, les conditions donc, de l'interaction ligand et cible protéique, c'est un phénomène dynamique. Et on va voir qu'il existe deux types de liaisons donc, dans ces interactions entre les petites molécules et les cibles protéiques. Donc, normalement, vous les connaissez. Donc, on va voir la liaison covalente interatomique et la liaison faible. Donc, tout ça, ça reste un phénomène dynamique. C'est pas statique, ça bouge au cours du temps. Parce que si ça ne bougeait pas au cours du temps, il y aurait quelques petits soucis. Donc là, ça va être un peu dur à rappel pour certaines personnes. Donc, on va voir la liaison covalente. Donc là, plus principalement, on va le voir au niveau des protéines. Donc, les macromolécules protéiques, elles résultent d'un enchaînement d'acides aminés. Donc, ça, vous vous rappelez qu'une protéine, en fait, c'est un enchaînement d'acides aminés.
Donc, la liaison covalente, en fait, c'est la liaison peptidique. Donc, la liaison peptidique, c'est une fonction amide. Donc, vous avez un C double liaison O. Ce carbone, il est lié à l'azote. Et l'azote, il est lié à un hydrogène. Ici, on va avoir un autre acide aminé là. Et ici, on va avoir un autre acide aminé là. Donc, la liaison covalente, pour les protéines, c'est la liaison peptidique, qui est une fonction amide. Eh ben, je vous l'ai mis là. Voilà. Donc là, vous avez votre carbone, qui est lié donc à l'amine N-terminal, donc de l'ancien acide aminé. Toc. Vous avez un H. En fait, ils l'ont mis là, mais ça aurait été mieux de le mettre en haut. Et là, vous avez le CO. Qu'est-ce que c'est ici? Ok, non, en fait, ça, c'est pas la. Ok, en fait, j'ai recopié son cours, mais en fait, elle a vraiment fait n'importe quoi, parce qu'en fait, ça, ça a l'air d'être. C'est un acide aminé, tout simplement. Non, non, mais en fait, ça, c'est un acide aminé, tout simplement, parce qu'en fait, le R, c'est la chaîne latérale. Donc, je sais même. En vrai, j'ai juste copié ce qu'elle avait mis dans son cours, sans vraiment vérifier, désolé. Parce que là, il y a le N-ter et là, il y a le C-ter. Donc, et là, il y a le H et le R, mais du coup, c'est la chaîne latérale. Donc, en fait, ça, c'est un acide aminé que j'ai mis. C'est pas la liaison peptidique. Sorry. Du coup, alors vous devez connaître. En fait, ça va toujours du N-ter vers C-ter. N-ter à gauche, C-ter à droite. Donc, le C-ter de ton premier acide aminé, il va être lié avec le N-ter de l'acide aminé qui arrive. N-ter à C-ter. Donc, du coup, malheureusement pour vous, vous allez devoir apprendre donc les acides aminés. Pas tous, mais enfin, pas forcément retenir leur formule, mais au moins retenir les noms. Donc, vous savez qu'on a donc une vingtaine d'acides aminés et qu'on a des acides aminés qui peuvent être synthétisés par l'organisme et d'autres qui sont dits essentiels, donc qui ne peuvent pas être fournis, synthétisés par l'organisme. Donc, du coup, ça veut dire qu'ils sont synthétisés, qui sont fournis par les aliments, pardon. Donc, je pense que vous connaissez tous la phrase le trilyricristan fait vachement méditer les œufs. Sauf que dans ce cours, en fait, vous allez devoir ajouter donc l'histidine. Donc, c'est pour ça que je vous ai rajouté l'hystérique, parce que hystérique, hys pour histidine. Parce qu'en fait, elle a rajouté donc l'histidine. Parce que je crois que c'est en fait c'est un semi-essentiel, mais elle le met dans l'essentiel. Donc retenez-le, puisque c'est déjà tombé dans une annale. Ouais, c'est pour ça que je vous ai mis un cœur. Il y a vraiment l'histidine qui fait aussi partie des fournis par l'alimentation. Donc toujours dans la liaison covalente, donc ça, voilà, c'est ça que je cherchais plutôt. Donc en fait, ça c'est la méthancéphaline. Bon, on s'en fout, c'est pas à connaître. Donc vous voyez ici, en fait, ça, elle appelle l'épine dorsale peptidique. C'est vraiment là, vous revoyez votre fonction amide, donc la liaison peptidique. Vous voyez que vous avez un carbone lié avec un oxygène. Ce carbone, il est lié à un azote et un H, et hop, et ça, c'est le. Pourquoi il y a un truc là? Mhm. Bon, bref, ça, c'est l'épine dorsale, voilà, c'est la liaison peptidique. Ça, c'est les groupements R, donc les groupements latéraux, ici et ici. Donc, la liaison peptidique, elle se forme entre une fonction carboxylique, donc d'un premier acide aminé, et la fonction amine primaire, donc d'un autre acide aminé. Donc, il y a le côté N-ter à gauche, on est bien en N-terminal. Et ici, on avait le côté C-terminal. Donc, voilà, la liaison peptidique constitue la structure primaire des protéines. Pourquoi? Ben, en fait, vu que c'est l'enchaînement des acides aminés, c'est vraiment la structure primaire. Donc, maintenant, on va voir la liaison faible. Donc, et c'est là où on va voir apparaître la structure secondaire et la structure tertiaire et quaternaire. Donc, les liaisons faibles électrostatiques, elles vont pouvoir permettre à la protéine donc d'acquérir la structure secondaire. Donc, tout ça grâce aux liaisons hydrogène. Donc, la liaison hydrogène, ça se fait donc entre un atome négatif que l'hydrogène, sinon ça marche pas.
Donc, on va retrouver l'hélice alpha. Donc, quand on est dans une hélice alpha, donc ça fait toujours partie de la structure secondaire, et les liaisons hydrogènes, elles vont être orientées selon l'axe de l'hélice. Donc, ici, là, vous voyez, on a l'hélice qui monte, et ça, c'est l'axe de l'hélice. Donc, vous voyez que les liaisons H, en fait, elles sont toujours selon l'axe de l'hélice. Hop, elles montent comme ça. Je vous fais avec ma souris, elles montent comme ça. Ah, ok, ça, c'est un peu merdouillé ici. Et du coup, les chaînes latérales des acides aminés, elles vont pointer en dehors et perpendiculairement à l'axe. Donc, les chaînes latérales, c'était le groupement R. C'est vraiment ce qui définit si c'est tel acide aminé ou tel acide aminé. Par exemple, la glycine, sa chaîne latérale, c'est un H. Et si vous prenez la leucine, ça va être un CH3. Mais du coup, ça va pointer en dehors et perpendiculairement à l'hélice. Je vous ai mis ça en rouge. Je crois pas que j'ai mis de cœur sur cette diapo, mais en fait, c'est déjà tombé aussi à l'examen. Pour les feuillets bêta, donc, il existe des feuillets bêta parallèles et antiparallèles, mais là, on vous demande de retenir. Enfin, elle n'a pas parlé des parallèles, elle a juste parlé des antiparallèles. Et du coup, là, les liaisons hydrogènes, elles se font entre les différentes fonctions peptidiques. Et la chaîne latérale, elle est aussi perpendiculaire au feuillet. Je vous ai mis un cœur parce que c'était tombé à l'examen. Donc, la structure tertiaire maintenant. Donc, en fait, ça va résulter de l'interaction par les liaisons hydrogènes entre les chaînes latérales des différents acides aminés en différents points. Donc, en fait, c'est de la façon comment votre protéine, en fait, elle va être agencée dans l'espace. Si vous avez deux groupements qui peuvent faire des liaisons hydrogènes, ben, si la protéine elle doit se replier, ben, elle va se replier et du coup, on va avoir une liaison hydrogène entre les deux extrémités, par exemple. Et du coup, grâce à cette liaison hydrogène, en fait, ça va permettre de lui donner sa structure tertiaire. Donc, la structure tertiaire, elle est ici. Ce que vous voyez en 3 dimensions. Et ensuite, il reste donc la structure quaternaire. Donc, en fait, la structure quaternaire, c'est l'association de plusieurs structures tertiaires ou sous-unités, pardon. Et du coup, ça va former une macromolécule. Et je pense que vous connaissez tous cette protéine. Est-ce que quelqu'un peut me dire le nom de cette protéine? C'est la plus connue, c'est celle que tout le monde a vue quand on parle de protéines en théorie. Ouais, c'est ça, c'est l'hémoglobine. Donc vous remarquez bien, en fait, ici, vous avez une sous-unité, donc une structure tertiaire en jaune, une structure tertiaire en rose, une structure tertiaire en verte, une structure tertiaire en bleu. Et après, là-dedans, on s'en fout. Là, c'est le site actif qui a été représenté, je pense. Ok. Du coup, les différents types d'interactions, donc ligands et cyprotéiques, elles vont dépendre donc des liaisons faibles, de la nature des fonctions chimiques du ligand et de la cible, parce que si on met, si par exemple mon ligand et ma cible, c'est deux fonctions, je sais pas, acide carboxylique ou fonction hydroxyle, OH, donc l'alcool, ben, les deux, elles vont pas pouvoir faire de liaison. Un OH avec un OH, ça fait pas de liaison. Aussi, donc on va voir la conformation spatiale qui va pouvoir y jouer, et de la complémentarité entre les deux partenaires. Parce que s'il n'y a pas de complémentarité, généralement, ça ne marche pas. C'est toujours un processus réversible. Et voilà. Donc là, on va voir les différents types de liaisons faibles et électrostatiques. Donc vous allez voir, ça c'est vraiment un peu chiant, mais malheureusement, vous devez le connaître par cœur. Donc la liaison ionique, pour le petit rappel, donc ça se fait entre groupements. On est toujours sur les acides aminés, hein, vu qu'on parle des cibles protéiques, et protéiques, c'est acides aminés, vu que c'est des protéines. Donc la liaison ionique, elle a toujours lieu entre des groupements ionisables du ligand et de la cible. Elle va bien évidemment dépendre du pH. Parce que euh, selon le pH dans lequel votre protéine va se trouver, soit elle va être protonée, soit elle va être déprotonée. Ça va dépendre. Et du coup, les groupements ionisables de la cible sont les fonctions chimiques des chaînes latérales des AA. Donc en fait, c'était le R au tout début. Parce que, vous voyez, à gauche, on avait l'amine, on avait notre carbone qui est lié à un H, à droite, on avait notre acide carboxylique. En fait, le carbone du milieu, lui, il va porter la chaîne latérale, donc la chaîne R, et c'est ça, en fait, qui va varier. C'est pas
la fonction amine et carboxylique si elle va être protonée ou déprotonée. Les deux sur les côtés. Je vais vous le montrer après. Et du coup, il faut retenir donc la liste des acides aminés qui sont ionisables. Donc, on va retrouver l'acide aspartique, l'acide glutamique, la lysine, l'arginine et l'histidine. Tout ça, on va les voir. Il faut retenir aussi la valeur de l'interaction ionique. Ouais, petit. Donc, la liaison ionique, en fait, quand on va avoir une liaison ionique qui va se former, donc l'énergie qui va être mise en jeu, ça va être de 100 à 200 kilocalories par mol. Donc, on va passer à l'acide aspartique. Donc, tout à l'heure, je vous disais, c'est vraiment sur la chaîne latérale où on va avoir des liaisons ioniques. Parce que cette amine, si on la protonne, ça va faire NH3+. Du coup, on va avoir un plus, mais ça peut faire une liaison ionique, on va se dire. Et c'est pareil pour lui. S'il est déprotoné, ça va faire CO, vu que le H il va partir. En fait, ça, ces atomes, ils vont être utiles pour faire la liaison peptidique. Ils vont en aucun cas faire une liaison ionique. Les seules fonctions chimiques qui vont faire des liaisons ioniques, c'est les groupements R, donc la chaîne latérale. Donc, ce que vous devez retenir donc, de l'acide aspartique, son pK, parce qu'il y a des annales où on a fait tomber les pK. Donc, c'est une fonction donc, carboxylique, donc, qui va avoir des propriétés acides quand le pK va être supérieur à 7, inférieur à 7, pardon. Le pK des familles, vraiment, non, j'ai appris bêtement tous les chiffres avec les noms. Je retenais aspartique 3,9, glutamine 4,3, lysine 18. Enfin, c'est vrai, ça c'est vraiment le plus chiant dans son cours. Et vous allez voir, il y a encore pire. Donc, cette fonction carboxylique, elle a des propriétés acides avec un pK donc inférieur à 7. À pH physiologique, donc pH physiologique, c'est 7,2 environ. Ça va s'ioniser en ion carboxylate, donc c'est ce que vous voyez là. Non, il n'y a pas de calcul de pK. Genre, faut juste retenir la valeur du pK, c'est tout. Il n'y a pas de calcul. Donc, quand on va être à pH physiologique, donc en ion carboxylate, donc celui-là, est-ce que vous voyez, en fait, donc si vous faites un peu le parallèle avec le cours qu'on avait fait en chimie organique, ici, vous avez tu verras sur les. Normalement, je les ai mis sur tous mes diapos. Tous les diapos où il y a les PK, vu que c'est tiré du cours de la prof, en fait, ben, faut les connaître. Donc, en fait, vous voyez quelque chose ici, c'est qu'ici, on a un double. En fait, il y a trois doublés non liants. Ici, vous ne les voyez pas parce qu'ils ne sont pas dessinés. Et vous voyez une double liaison. En fait, ça, c'est un système qui est conjugué. Parce que du coup, on va avoir de la mésomérie. Lui, c'est un mésomère attracteur. C'est un carbonyle. Donc, en fait, on va avoir déplacement de cette charge ici, ici, et on va pouvoir rabattre la double liaison ici. Du coup, on va avoir le moins ici et le haut double liaison ici. Donc c'est pour ça qu'on dit que la charge négative de l'ion carboxylate, elle est délocalisée entre les deux atomes d'oxygène. Parce qu'en fait, on a de la conjugaison. Et du coup, en fait, cet ion carboxylate, il peut faire donc des liaisons ioniques avec un ligand qui va être chargé positivement. Parce que en chimie, un anion, ça c'est un anion parce que c'est un moins, il va pas pouvoir interagir avec un autre anion. Il va interagir avec un cation, quelque chose qui est chargé positivement. Ah, j'ai pas mis l'acide glutamique. Ah, j'ai oublié l'acide glutamique, autant pour moi. En fait, après, l'acide glutamique, c'est pareil. C'est exactement la même chose que l'acide aspartique. C'est juste le pK qui change. Au lieu d'être à 3,9, il est à 4,3. Mais c'est exactement la même chose. Parce qu'en fait, la différence entre l'aspartique et le glutamique, c'est qu'on va rajouter un CH2 entre les deux. On va avoir CH2, CH2 et COH ou CO-, la pH physiologique. Donc, la lysine, la chaîne latérale, c'est tout ça. Donc, elle a un pK de 10,8. Donc, elle a une fonction amine, donc NH3+, parce qu'elle est protonée, donc du coup, c'est NH2, c'est une fonction amine. Elle va avoir des propriétés basiques avec un pK supérieur à 7. Donc, qui dit propriété basique à pK supérieur à 7, qu'est-ce qui va pouvoir se passer d'après vous? On va avoir quel ion quand elle va être ionisée? Comment on appelle cet ion? Ouais.
c'est l'ion ammonium, c'est ça. Donc à pH physiologique. Donc nous, dans notre corps, si on a donc la lysine, en fait, on a cette lysine-là. On n'a pas avec un jeu. Donc du coup, on va avoir une charge positive sur le ammonium, donc sur l'atome d'azote. Et du coup, ben, ce ligand-là, enfin cette protéine-là, elle va pouvoir réagir avec une cible qui va être chargée négativement. Donc voilà, l'ion ammonium est capable de faire une liaison ionique avec un ligand qui est chargé négativement. Ok. Après, c'est l'arginine. pK 10,2. Toujours la même chose, chaîne latérale. Et vous voyez ici, en fait, on va apparaître un nouvel ion. Ça va être un ion iminium. Donc, toujours des propriétés basiques avec un pK supérieur à 7. Donc, ça devient un ion iminium. Donc, ça, en fait, ça s'appelle un ion iminium parce qu'il est chargé et c'est une imine. Et c'est la même chose qu'avec le l'ion carboxylate de tout à l'heure. Votre azote, il a un doublé non liant. Et du coup, en fait, vous voyez que ici, vous avez une lacune électronique. En fait, il vous manque un électron. Et si je fais de la mésomérie, en fait, eh ben, je vais juste délocaliser ma charge. Ma charge, au lieu d'être ici, elle va être ici. Donc, délocaliser parce qu'il y a de la conjugaison. Ouais, je pense qu'il faut savoir les ions. Et même après, on verra pour la l'histidine, il faut connaître aussi l'imidazole parce que je crois qu'elle a fait tomber. Après, ça, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, ammonium, NH3, c'est facile de le retenir. Carboxylate, tu sais que c'est acide carboxylique et quand tu as des acides carboxyliques et quand tu as des ions, ben, c'est un carboxylate. Donc ça coule un peu de source, je trouve. Iminium, c'est le seul à la rigueur un peu chiant sur l'arginine. Et voilà, vu que lui, il est chargé plus, ben, il va faire une liaison unique avec le ligand qui va être chargé moins. Après, il y a l'histidine. Donc ça, en fait, c'est un cycle imidazole. Et du coup, vous voyez, par rapport à lui, on a toujours deux, on va dire deux fonctions amines ici. On avait un pK à 13,2. Et pour l'histidine, vous voyez qu'en fait, on a un pK qui est de 6,1. Donc déjà, vous voyez qu'il y a une différence au niveau du pK. Donc du coup, en fait, ça va pas avoir la même propriété basique que l'histidine ou l'arginine. Pourquoi? Parce qu'en fait, ah, c'est bon. Tu as relancé Ok, allô, le... désolé, il y a eu ma connexion a coupé. Ouais, t'inquiète. Normalement, c'est bon, l'enregistrement a continué, donc tu peux relancer, hein. Excusez-moi, Ok. c'est la 5G, Maintenant, super. bon, du coup, j'ai arrêté... Pourquoi ça partage pas l'écran? Ah, attends, ah, c'est bon? Ah, c'est bon? Ok, parfait, moi, c'est bon. Ok. Donc du coup, je disais quoi? Ah oui, donc du coup, en fait, vu que c'est dans le cycle, en fait, on va avoir du mal à ioniser l'atome d'azote, avoir un ion, mais du coup, en fait, c'est toujours tout de même possible. Ça dépend. Et du coup, la charge, elle est toujours délocalisée. Donc, en fait, votre charge plus, elle peut se trouver soit ici, donc par mésomérie. Et donc, du coup, vu que c'est chargé plus, bah, ça va pouvoir faire des liaisons avec un atome qui va être chargé, donc, négativement. Parce que toujours le plus attire le moins. Pourquoi j'ai plus le chat? Hop, hop, voilà. Alors, ça, je vous conçois, si vous n'avez pas fait de chimie, c'est très chiant à apprendre. Mais il faut le faire. Donc, je vais mettre les trois déjà. Donc, savoir que la liaison ionique, en fait, elle va mettre en jeu. Ah, vous voyez pas l'écran? Attends, je relance. Partage l'écran. Hop. Est-ce que vous voyez l'écran? Ok, parfait. Donc, du coup, ça, c'est vraiment enfin, quelque chose de compliqué à comprendre.
Mais vraiment, apprenez-le juste bêtement. Ça, si vous avez fait de la chimie, ça sera facile pour vous. Donc en fait, la liaison ionique, elle va mettre en jeu donc une certaine stéréochimie. Donc si vous vous rappelez du cours que je vous avais fait lundi, donc la stéréochimie, en fait, c'est l'orientation spatiale, c'est comment on va pouvoir faire une liaison au niveau 3D. Donc, pour l'acide aspartique et l'acide glutamique, retenez que la liaison ionique, elle va se faire en syn et pas en anti. Retenez juste syn, pas anti. Pour l'arginine, ça va se faire en syn et en anti 2. C'est en fait pourquoi, en fait, euh, comment- en fait, ce côté syn là, c'est celui qui va donner le plus d'interactions et c'est celui qui va avoir le moins d'encombrement stérique. En fait, l'encombrement stérique, c'est la gêne. On va, le ligand, il va avoir plus de facilité à se mettre ici, à faire une liaison vers là, qu'à faire une liaison ici. Parce qu'ici, il y a le C, mais en fait, derrière, il faut penser qu'il y a tout le reste de la protéine aussi. Du coup, pour l'arginine, c'est pareil. Le côté syn, mais du coup, c'est possible pour lui. Anti 1, c'est pas possible parce qu'en fait, la protéine, elle remonte par là. Donc, du coup, il y a un petit espace. Et anti 2, c'est possible parce qu'il y a un plus grand espace. Pour la lysine, donc en fait, ça, c'est la représentation de Newman. Et en gros, retenez que les interactions elles vont se faire en trans. Pourquoi en trans? En fait, ça s'appelle le trans, c'est le c'est de l'antipériplanaire. En gros, ici, vous avez rien, vous avez que votre hydrogène, et en fait, de l'autre côté, vous avez donc le reste de votre chaîne. Donc, retenez juste que ça se fait en trans, gauche moins et gauche plus. Gauche moins et gauche plus, je sais que ça n'existe pas, mais en fait, c'est juste pour dire que ça, c'est la gauche à gauche, et ça, c'est la gauche de droite. Donc vraiment, juste apprenez ça par cœur bêtement. Vous prenez pas la tête à essayer de comprendre pourquoi c'est gauche moins alors que gauche moins ça n'existe pas. En fait, c'est juste qu'en Newman, en fait, quand on tourne, en fait, on va tourner toujours vers la gauche. Ça va être du gauche et c'est pour ça. Elle fait juste la distinction entre les deux. Donc aspartique et glutamique, syn, arginine, syn et anti 2, et lysine, trans, gauche plus et gauche moins. Et ça, c'est vraiment à connaître par cœur parce qu'elle peut vous dire un exemple de question, elle peut vous dire oui, blablabla. Là, j'ai plus le truc exact, l'intitulé exact. Mais vous verrez de toute façon, vous allez voir qu'en fait, ça tombe, ces questions dans les annales. Donc là, on a vu la liaison ionique. Donc là, on va voir la liaison hydrogène. Donc la liaison hydrogène, elle va se produire entre un groupement chimique qui va être accepteur et un qui va être donneur de liaison hydrogène. Donc forcément, ici, on va avoir une différence d'électronégativité, sinon, c'est pas possible. Donc, la liste des acides aminés qui peuvent faire des liaisons hydrogènes. Donc, on va retrouver la sérine, la thréonine, la cystéine, la méthionine, l'asparagine et la glutamine. Donc, l'énergie qui est mise en jeu quand on a une liaison hydrogène qui se fait, c'est 2 à 7 kilocalories par mol. Et vous en faites pas, il n'y a pas de conversion à faire entre kilocalories et kilojoules. Elle a mis des kilocalories, donc ça reste des kilocalories. Donc, on va commencer par la sérine. Donc, la sérine, il faut savoir que c'est et un accepteur et un donneur de liaison d'hydrogène. En plus, il a deux doublés non liants. La thréonine, c'est pareil. Donc, accepteur et donneur. La cystéine, c'est pareil. Donc, SH, en fait, on appelle ça la fonction Thiol. Je vais y revenir après parce qu'on va en parler un peu plus en détail de la cystéine. Donc, accepteur et donneur. La méthionine, elle va être que accepteur. Elle n'a pas être donneur. On va le voir aussi, je crois. L'asparagine, qui est accepteur et donneur. Et la glutamine, qui est accepteur et donneur. Donc là, pour les liaisons hydrogènes, il y a juste à retenir que la méthionine, en fait, c'est la seule qui est accepteur. Sinon, tous s'y donnent et tous s'y acceptent. Chose très importante aussi, le doublé non liant de l'atome d'azote, donc ici, là, en fait, il manque un doublé non liant, mais on ne le représente pas. C'est pas un accepteur de liaison hydrogène. En fait, il n'est pas disponible. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la liaison peptidique, en fait, donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, cette fonction amide, en fait, elle est conjuguée entre elles. Parce que vous avez donc un COO
C doublon O, et vous avez un NH. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir de la mésomérie entre eux, et du coup, ce doublet-là, il peut pas former de liaison hydrogène. Donc, la cystéine, donc elle a un pK de 8,4, donc il faut connaître. Donc, elle possède la fonction Chol, donc c'est le SH. Elle a deux doublets non liants ici. Et du coup, elle peut s'ioniser en ion cholate, donc à S-. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été déprotonée, parce que si vous vous rappelez des acides et des bases, en fait, elle a perdu un H+. Donc, si elle a perdu un H+, ça veut dire qu'il est S-. Et du coup, en fait, cette ion cholate, il peut faire des liaisons ioniques à de plus grandes distances. Et la cystine, elle peut aussi faire des liaisons dipolaires en plus. Donc, ça aussi, il faudra le retenir, que la cystéine, elle fait et des liaisons hydrogènes et des liaisons dipolaires. Et une autre particularité de la cystéine, donc vous en avez déjà entendu parler quand vous avez étudié les protéines, c'est que quand on va avoir deux cystéines, en fait, ces deux cystéines, en fait, elles peuvent former un pont disulfure, donc PDS, je vous ai mis l'abréviation, en oxydant donc deux cystéines. Donc en fait, un pont disulfure, ça va servir aussi à stabiliser donc la structure tertiaire de votre protéine et quaternaire. Donc je vous ai marqué que le pont disulfure, il était impliqué dans l'ultrastructure de la protéine et surtout dans la structure secondaire. Et ça joue aussi dans la structure tertiaire de mémoire. Voilà. Donc ça, vous avez votre hélice ici, et là vous avez donc une cystéine, et ici vous avez une cystéine, et en fait les deux, il y a une oxydation et elles ont formé un pont disulfure. Et du coup, maintenant, on va voir la méthionine. Ouais. Donc, la méthionine, vous vous rappelez, elle est tout à l'heure sur le schéma, elle était que accepteur de liaison hydrogène. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la méthionine, en fait, elle va pas vraiment faire beaucoup de liaison hydrogène. Elle en fait, mais elle en fait pas énormément. Du coup, ça fait une liaison faible. Et en fait, elle a une fonction donc tioéther, donc RSR. Je vais vous remettre le schéma de la méthionine ici. Hop. Donc, en fait, le R, on va dire que c'est ce groupement-là, tout ça. S, R. En fait, on appelle ça un groupement thioéther. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez de la fonction éther, en fait, la fonction éther, c'est juste un O. Ben là, vu que le S, on dit un thiol, ça c'est un thiol, ça c'est un thioéther, parce qu'il est entre deux groupements R. Euh, toc, toc. Donc, vu qu'il est enchâssé en fait, dans la chaîne latérale, ce thioéther, c'est pour ça que ces doublés non liants, ils sont beaucoup moins accessibles, parce que justement, en fait, on va avoir de l'encombrement stérique. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les liaisons hydrogènes, elles vont pas vraiment, enfin, on va pas vraiment beaucoup en avoir avec des méthionines. Et donc, du coup, la chaîne latérale, on dit qu'elle est beaucoup plus hydrophobe. Donc, si elle est hydrophobe, elle va favoriser les interactions dipolaires. Donc, je vous rappelle, tout ce qui est chaîne alkyle, en fait, ça va être hydrophobe. Vous vous rappelez un peu de la structure des lipides. Les lipides, en fait, ils ont une tête hydrophile et une queue hydrophobe. Et la queue hydrophobe, en fait, c'est quand on a beaucoup de CH2, 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 CH3, CH4. Voilà, ici, là, en fait, si jamais on avait enlevé le S et qu'on avait mis un CH2, en fait, tout ça, ça aurait fait une chaîne hydrophobe, une chaîne alkyle. Et donc, du coup, c'est hydrophobe. Ok, on avance un peu. Voilà. Donc, cystéine, ça fait ionique et dipolaire. Méthionine, ça fait hydrogène et dipolaire aussi. Donc, pour la stéréochimie, donc, toujours un cœur, parce que faut le retenir bêtement. Donc, le N et le Q, je vous rappelle que le N, c'est asparagine et le Q, c'est glutamine. En fait, c'est plus ou moins la même chose que les deux d'avant qu'on avait vus, donc l'acide aspartique et l'acide glutamique, sauf qu'au lieu d'avoir une fonction carboxylique, là, en fait, on a une fonction amide. Donc, en fait, c'est C doublon O et un NH2. Donc, l'asparagine et la glutamine, en fait, quand on va avoir donc une interaction, enfin, une liaison hydrogène entre ces acides et la cible, en fait, ça va se faire en anti et pas en syn, parce qu'en syn, encore, on va avoir de l'encombrement stérique. Juste retenez par cœur. Donc, la sérine et la tréonine avec la cystéine, ça va faire du gauche, plus et gauche moins, mais pas de trans. Alors que tout à l'heure, on avait le trans pour la lysine. Donc ça, c'est vraiment à retenir par cœur et bêtement.
Donc, un petit rappel sur la liaison dipolaire. Donc, on va avoir un dipôle permanent quand on va avoir deux atomes d'électronégativité différentes. Donc, ici, on va avoir notre atome A qui va être électropositif et notre atome B qui va être électronégatif. Donc, du coup, le B, il va être plus électronégatif que le A. On peut aussi avoir des dipôles induits, donc c'est deux atomes de même nature, mais qui vont être substitués par des groupements différents. Donc, du coup, en fait, on- au niveau des atomes, en fait, on va avoir donc une répartition des électrons qui va pas être symétrique. Si jamais je mets un exemple tout bête, on prend deux atomes de chlore. À gauche, l'atome de chlore, il est seul, et à droite, mon atome de chlore, on va rajouter un autre atome. Donc, en fait, on va avoir un dipôle induit entre ces deux atomes parce que l'atome de droite, il va être lié à autre chose. Il peut être lié à quelque chose qui va être plus électronégatif. Donc, en fait, il va attirer vers lui les électrons. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a cette dissymétrie et qu'on appelle ça un dipôle induit. Et du coup, les interactions dipolaires, elles se font donc entre un ion et un dipôle. Elles peuvent se faire entre deux dipôles permanents ou entre dipôle induit et dipôle induit. Donc ça, c'était peut-être que vous vous rappelez, il y a Kissom, London et tout, mais c'est toujours pas au programme, vu qu'elle n'en a pas parlé. Donc tous les acides aminés qui peuvent faire des liaisons dipolaires, donc ça va être les acides aminés qui ont une chaîne latérale ionisable. Donc tout ce qu'on avait vu au tout début, donc je vous la rappelle, acide aspartique, acide glutamique, lysine, arginine, histidine. Et les acides aminés à chaîne latérale polaire. Donc, tout ce qui est apolaire, c'est ce qui n'est pas apolaire. Donc, polaire, c'est quand on va avoir une différence d'électronégativité. Et si vous mettez, par exemple, la glycine, valine, isoleucine, on les verra après, en fait, eux, ils sont apolaires, ils ne sont pas polaires. Et quand on va avoir donc une liaison dipolaire qui va être mise en jeu, en fait, l'interaction, l'énergie, elle va se situer entre 0,5 à 7 kilocalories par mol. Donc du coup, pour le moment, c'est vraiment l'ionique qui est la plus forte de liaison. Sans compter la covalente, parce qu'en fait, là, on parle des liaisons faibles. Donc, les liaisons de Van der Waals. Donc, les liaisons de Van der Waals, elles vont se former entre deux cycles aromatiques qui vont être substitués par des groupements qui vont être électrodonneurs. Donc, avec la non, la tyrosine et le tryptophane, et un autre par des groupements électroattracteurs, comme la phénylalanine. Donc ça, c'est la tyrosine. C'est un Y. Vous verrez dans le cours, elle a fait une faute. Elle avait marqué T, alors que T, c'est pour tréonine. Donc ça, c'est la chaîne normale. Et ça, c'est la chaîne R. Donc vous voyez bien, ici, on a un cycle avec un OH. En fait, ça, c'est une fonction phénol. Juste pour la petite anecdote. Et vous voyez ici, donc vous avez votre tyrosine. Et du coup, en fait, elle pourra aussi faire des liaisons ioniques. On va le voir après, normalement. Parce que selon le pH dans lequel va se trouver la tyrosine, elle va être déprotonée, donc elle va être sous forme O-. Et du coup, ça fait l'ion phénolate. Le tryptophane, donc voilà, il ressemble à ça. Il est un peu chiant à retenir, mais je pense pas qu'elle va mettre les noms. Je pense pas qu'elle va mettre les noms des. Merde. Je pense pas qu'elle va vous mettre la molécule et dire quel nom c'est. Et après, donc, il y a la phénylalaline. Donc, en fait, c'est juste un benzène, donc un cycle aromatique qui est conjugué. Donc, ces trois acides aminés, ils peuvent faire des liaisons de Van der Waals. Et l'interaction mise en jeu, j'ai oublié le kilocalorie par mol. L'énergie, en fait, qui va être mise en jeu, c'est entre 1 à 10 kilocals par mol. Donc, toujours dans la liaison de Van der Waals, donc, on va parler de la tyrosine. La tyrosine, elle a un pK de 10,1 pour la fonction hydroxyle. Donc, la fonction hydroxyle, c'est la fonction OH. Donc, elle peut s'ioniser en alcoolate. Donc, alcoolate, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un alcool, et en fait, c'est juste un O- qui est représenté ici. Donc, si elle s'ionise, elle perd un H+, elle devient O-. Donc, du coup, vous voyez bien que là, la tyrosine, elle peut, en plus de faire des liaisons de Van der Waals, elle peut faire une liaison ionique. Et en plus, elle peut aussi faire une liaison qui est dipolaire. Pourquoi dipolaire? Parce que justement, en fait, là, on a un dipôle. Parce que ça, c'est un ion. Et tout à l'heure, on avait dit qu'elle pouvait se faire entre un ion et... Alors, je parle trop, du coup, je me perds un peu.
entre un ion et un dipôle. Tellement je retrouvais mon mot. Donc, le tryptophane, donc, on a un azote qui est intracyclique. Donc, en fait, ce groupement, c'est un groupement indole. Il faut aussi retenir le nom parce que je crois qu'elle avait fait tomber. En plus, avec. Ouais, je crois qu'elle avait fait tomber. Ou alors, elle avait fait tomber le cyclimidazole, un des deux, je me souviens plus. Du coup, on voit que le tryptophane, il peut faire des liaisons hydrogènes. Et je crois pas qu'elle a parlé de la liaison ionique là-dessus. Donc, bon, voilà. Du coup, les liaisons hydrophobes, en fait, c'est tout le reste des acides aminés qu'on n'a pas parlé. Donc, en fait, c'est des acides aminés qui sont apolaires et ça va se former entre les chaînes aliphatique alkyles. Donc, les chaînes aliphatique alkyles, en fait, c'est typiquement, vous prenez des alcanes et vous les rajoutez. C'est ça, des alkyles. Donc, on va avoir la glycine, la lanine, la valine, la leucine, l'isoleucine et la proline. Voilà. Et là, je vous ai rajouté la liste des acides aminés qui font des liaisons hydrophobes. Et voilà, donc du coup, il faut savoir que la liaison hydrophobe, ben, c'est celle qui a l'énergie la plus faible, donc aux alentours de 0,5 kilocalories par mol. Et voilà, donc ça, c'était sa première vidéo. Donc du coup, on va faire un petit QCM. Donc encore une fois, écrivez vos réponses dans le chat et on corrige après. Donc là, et lisez bien les en-têtes, parce que là, on vous demande quelle est ou quelles sont là où les démarches scientifiques axées sur l'identification et la validation de la cible thérapeutique. Donc c'est ce qu'on avait vu au tout début. Ok, BCE, BCE. On attend encore une réponse. Voir si ça change un peu. Ouais, BCE. Ok. Vous avez. Bon. Donc la A, elle était fausse parce que créer des interactions plus sélectives, ça faisait partie des objectifs de l'étude des interactions médicament-cibles. C'est pas la démarche scientifique. La démarche, donc on avait bien un clonage et expression de la cible, étude de la capacité d'une petite molécule à se lier à la cible, quantification de la modulation de l'activité à la cible, et il en manque un, le tout premier. Est-ce que quelqu'un se rappelle? Est-ce qu'il y en avait quatre? Ouais, c'est ça. C'était la capacité donc à moduler l'activité de la cible. C'était le druggable. Un deuxième petit QCM. Donc là, on vous demande des objectifs de l'étude des interactions médicament-cibles. Et du coup, je vous ai pas remis ce que j'avais mis là. Il y a encore deux réponses. AD, AD, AD. Ok. Alors, du coup, la réponse était bien AD. Donc, les objectifs, c'était bien d'augmenter l'activité du médicament, supprimer tous les effets secondaires indésirables. Ben, en fait, ça, c'est faux. En fait, ce qu'on veut, nous, là, dans cette étape, c'est diminuer les effets secondaires indésirables. Des effets secondaires, il y en aura toujours, 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 et on ne pourra jamais tous les supprimer. Sinon, ce sera le renouveau de la pharma. Donc, on ne veut pas établir des liaisons covalentes. Au contraire, on ne veut pas de liaisons covalentes. On veut des liaisons qui soient faibles. Mais ça ne fait pas partie aussi de cette partie-là.
Donc, on veut créer des interactions qui soient plus sélectives, ça c'est la logique, et quantifier la modulation de l'activité à la cible, ça fait partie donc de la démarche scientifique pour l'identification et la validation de la cible. Un troisième QCM, donc là on vous demande les acides aminés essentiels, et je vous ai rajouté fournis par les aliments. Donc en fait, elle aurait pu juste marquer les acides aminés essentiels, ou les acides aminés fournis par les aliments, ou l'alimentation. Ouais, c'est ça, c'est ABD. Donc retenez bien, le trélyrique Tristan fait vachement méditer les yeux. Donc leucine, euh, tréonine, lysine, tryptophane, phénylalanine, valine, méthionine, isoleucine, histidine. Et pensez bien à l'histidine, hein, parce que généralement, on l'oublie, parce qu'il est semi-essentiel, mais elle le considère comme essentiel. Ok. Combien de diapos il me reste? Je sais plus. Du coup, on va passer à la deuxième partie du cours. En fait, c'est sa deuxième vidéo. Donc là, tout à l'heure, on était donc à l'étape 1. Maintenant, on va être à l'étape 2. Donc l'étape 2 et l'étape 1, elles se font souvent en parallèle, en fait. Donc du coup, c'est la découverte de la molécule active. Et du coup, là, on va parler de la tête de série ou du hit. Donc, un hit, je vais employer le terme hit. Ce sera plus simple pour moi que de dire tête de série. Donc en fait, le HIT, c'est quoi? Le HIT, en fait, il va posséder donc une activité pharmacologique qui est recherchée, mais le souci, c'est qu'en fait, il va devoir subir des modifications pour être qualifié de candidat médicament. Donc en fait, le HIT, il va avoir différentes caractéristiques. Donc, il peut manquer de sélectivité ou de spécificité, mais on peut très bien tomber sur un HIT qui va avoir une bonne sélectivité ou une bonne spécificité. En fait, l'un n'entraîne pas l'autre. C'est pas parce que généralement ils ont tous ces défauts et encore il en manque que forcément ils peuvent pas avoir un truc de bon. Donc, il peut aussi avoir une faible activité pharmacologique, comme il peut en avoir une forte. Il peut avoir une haute toxicité comme une faible toxicité. Il peut avoir une instabilité métabolique ou chimique. Il peut avoir une faible biodisponibilité. Je vous ai mis enfin, c'est pas vraiment une définition, mais en gros, la biodisponibilité, c'est le fait, enfin, c'est la caractéristique qu'a une molécule à atteindre sa cible. Par exemple, si jamais vous devez prendre un Doliprane, enfin non, admettons, vous devez prendre un médicament par voie orale qui doit se dissoudre dans votre intestin grêle, ben, en gros, s'il a une forte biodisponibilité, ça veut dire qu'il sera intact jusqu'à l'intestin grêle. Il peut aussi avoir une solubilité insatisfaisante et il peut aussi manquer d'originalité. Donc, l'originalité, généralement, c'est surtout pour le brevet, pour échapper au brevet, si c'est trop simple ou pas trop simple. Donc, comme j'ai écrit, la liste ici, elle n'est pas exhaustive. En fait, il peut y avoir plein d'autres, en fait, plein d'autres choses. Et du coup, voilà, comme je vous ai dit, en fait, certains hits peuvent ne pas être toxiques ou avoir une bonne biodisponibilité. Donc voilà, c'est à apprendre par cœur aussi. Donc là, on va voir les différentes sources, parce qu'il existe de nombreuses sources. Pourquoi il manque le titre? Ah oui, le hasard. Donc le hasard, en fait, c'est une contribution non négligeable. Et du coup, je pense que vous connaissez tous un exemple en fait de médicament qui a été découvert par hasard. Est-ce que vous pouvez me dire quel est ce médicament? Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'antibiotique, mais du coup, j'ai dit médicament. C'est la pénicilline, ouais. C'est ça. Donc, du coup, elle avait mis ce petit diapo de Louis Pasteur qui dit, dans les champs de l'expérience, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Bref. Ça veut dire que le hasard, en fait, c'est une forte contribution pour découvrir de nouveaux hits. Après le hasard, donc on va avoir le criblage de substances naturelles ou synthétiques. Donc naturelles qu'on trouve de façon naturelle et synthétique qui a été synthétisée. Donc le criblage ou le screening, c'est la même chose. Donc
Quand on fait du criblage, en fait, ça veut dire qu'on va trier donc, un grand nombre de substances, trier d'un grand nombre de substances chimiques nouvelles, donc en fonction de l'intérêt thérapeutique qu'elles apportent. Il existe aussi donc du criblage à haut débit, donc le HTS. Donc ça, en fait, on va avoir des grandes bibliothèques, on appelle aussi des chimiothèques. On en reparlera aussi demain. Et du coup, on va les tester et on va voir si justement ça stimule ou si ça inhibe la cible. Donc en fait, c'est rapide. Et grâce au HTS, en fait, on peut identifier donc des propriétés pharmacologiques. Si par exemple, on veut travailler que sur, je sais pas moi, on veut que ça stimule le récepteur bêta adrénergique, et ben on va voir parmi ces chimiothèques quelles vont être les réponses. Et du coup, ça va nous donner aussi donc, un grand nombre de renseignements sur les produits concernés. Donc, parmi les substances naturelles, donc en fait, il en existe plein. Donc, on peut en retrouver dans le règne végétal, le monde microbiologique, le monde marin, le règne animal et tout. Et on sait qu'il y a beaucoup de médicaments. En fait, généralement, ce qu'on fait avec les médicaments qui sont donc d'origine naturelle, généralement, en fait, on va devoir les optimiser. Et en fait, on en parlera plus en détail demain dans le cours de demain dans la synthèse et hémisynthèse. Et généralement, toutes les molécules, en fait, donc d'origine naturelle, généralement, en fait, elles vont être très complexes et elles vont avoir une structure originale. Donc, du coup, vu que c'est complexe, en chimie, ça va être très compliqué de devoir faire des synthèses. Ou alors, ça va être pour, au niveau de l'extraction, quand on va vouloir extraire, en fait, ce principe actif de cette matière végétale, en fait, ça va être très, très coûteux ou alors ça peut être très chiant à faire. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en fait, on a aussi donc, des substances qui vont être synthétiques. Donc ça, c'est grâce aux banques de composés qu'on appelle les chimiothèques et qu'on utilise aussi donc, pendant le criblage à haut débit. Euh, Pourquoi j'avais mis ça? Ah, ça, c'est deux exemples en fait d'intermédiaires de synthèse en fait qu'ils avaient trouvé. Donc ça, c'est l'isoniazide, donc c'est un antituberculeux donc contre la tuberculose. Et ça, c'est la quinoléine 3-carboxamide. Mais c'est pas à prendre la formule ou quoi. C'est juste un petit exemple. On peut aussi avoir du criblage donc, qui va être virtuel. Donc en fait, on va utiliser donc, un modèle de l'acide qui va être généré par ordinateur. Et en fait, on va étudier donc, les interactions avec les différents composés. Donc, on peut soit utiliser des bibliothèques qui sont virtuelles, donc comme la chimiothèque, ou pas forcément des virtuelles. Et en fait, ces logiciels, ça va permettre en fait d'étudier donc l'étude des interactions et de vérifier si on peut les utiliser expérimentalement. Ici, en fait, on voit donc un récepteur donc bêta 1 adrénergique. Donc ça, c'est à gauche, on a ça. Et à droite, en fait, je pense que c'est juste un zoom qu'ils ont fait au niveau du site actif. En fait, tout ce qu'on voit là, c'est le site actif. C'est là où, en fait, on va voir notre ligand qui va aller dans le site actif et on va voir, en fait, ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc, du coup, on voit, par exemple, quels sont les acides aminés qui vont être impliqués. Donc, la phénylalanine 290, la sérine 207 et tout. Et en fait, on va voir, donc, toutes les chaînes. Merde. On va voir en fait toutes les interactions. Donc, les sources aussi, ça peut être aussi donc, à partir de médicaments qui sont déjà existants, donc principalement les MeToo. Donc, les MeToo, ils vont servir de composés pilotes. Donc, ça veut dire, en gros, on va se servir de eux et on va modifier leur structure. Justement, en modifiant leur structure, on va pouvoir échapper aux restrictions des brevets. Parce que quand un nouveau médicament est mis sur le marché, en fait, il y a un brevet qui le protège et on ne peut pas recréer ce médicament avec forcément la même structure. On doit forcément avoir donc une originalité. Un point essentiel aussi, c'est que l'activité pharmacologique donc, de ce MeToo, elle doit être maintenue et améliorée. C'est vraiment l'améliorer qui compte en plus. Ça, non, vous l'avez vu en passe de mémoire. Les MeToo, ça représente plus de la moitié des médicaments qui sont mis sur le marché. Donc vraiment, les MeToo, c'est grâce aux MeToo qu'on a beaucoup de médicaments. Et le coût aussi, il doit être moins élevé que le médicament de base. Si le médicament de base, c'est le médicament A, il coûte 100 000 euros à faire, ben, le médicament B, qui est un MeToo du médicament A, il doit coûter 50 000 euros.
Donc ça, c'est un petit exemple. Donc c'est le captopril, donc c'est un antihypertenseur. Et en fait, ce médicament, il a servi de composé pilote pour tout cela. J'ai la flemme de dire les noms parce qu'ils ont l'air assez compliqués. Et on verra plus tard, en fait, ça, c'est le pharmacophore, donc c'est ce qui va donner donc une activité. Et du coup, vous voyez qu'en fait, ils ont modifié la structure et ici, ils ont rajouté donc tout ce qui est en noir là, tout ce qui est en noir là, tout ce qui est en noir là. Donc, toujours à partir des médicaments existants, donc on a vu les MeToo, on peut aussi, donc, à partir des médicaments existants, amplifier un effet secondaire. Donc, amplifier un effet secondaire, pourquoi? Donc, soit on va exploiter l'effet indésirable dans un autre contexte, donc c'est-à-dire, admettons, vous prenez un médicament, je sais pas moi, un médicament pour, on va inventer pour la douleur des jambes, mais en fait, ce médicament, il a un effet désirable, en fait, c'est qu'il diminue votre tension artérielle. Donc, du coup, vous pouvez prendre ce médicament dans un autre contexte, donc dans une autre indication. Par exemple, si vous avez des problèmes de tension. Si vous avez une hypertension, vous allez prendre ce médicament dans un autre contexte, donc vous allez pouvoir l'utiliser. Ou alors pour supprimer donc l'effet biologique principal. Donc généralement on amplifie ça. Donc là elle a donné l'exemple avec le protocyle, donc c'est un antibactérien. Et du coup ce qui va se passer c'est que en fait on reconnaît un groupement sulfamide. Hop, je crois qu'il est mis ici. Non, il n'est pas mis. Bon, c'est pas grave. En gros, on a un groupement fonctionnel qui s'appelle le sulfamide ici. Ça, là, hop, tout ça, vous remarquez qu'il est ici, ce motif. Et en gros, euh, ce protoncyle, je crois qu'il avait un effet hypoglycémiant. Et du coup, quand ils ont fait le tolbutamide, en fait, ils ont modifié sa structure et en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était un meilleur hypoglycémiant. Malgré que lui, en plus d'être antibactérien, avait déjà un effet hypoglycémiant. Et du coup, un autre exemple, c'est avec la prométhazine, donc un antihistaminique. Donc, vous voyez qu'il y a un tricycle ici. Et sur ce tricycle, vous voyez qu'ici, on a une chaîne aliphatique. Et ils ont fait quoi comme modification? Ok, du coup, vous voyez qu'ils ont allongé cette chaîne aliphatique. Et en plus de ça, ils ont substitué ce cycle par un chlore. Donc, en fait, en faisant ça, on passe donc d'une molécule qui a des propriétés antihistaminiques à une molécule qui a des propriétés neuroleptiques. Et voilà. Et, je crois qu'il n'y a rien de plus. Ça, c'est des exemples. Après, je sais juste, moi, ce que j'avais appris, c'est protoncyle antibactérien, tolbutamide hypoglycémiant. Enfin, j'avais appris le nom du médicament avec pour quelle indication c'était. Après, il y a de l'ethno. Ouais. Donc, d'après les connaissances médicales des civilisations anciennes, donc c'est l'ethnopharmacologie. Donc, faut pas croire, mais en fait, c'est une grosse partie aussi des médicaments. Donc, je crois que je l'ai pas marqué. Ouais, je l'ai pas marqué. Parce que je sais pas si vous savez, mais en fait, il y a beaucoup de plantes qui sont utilisées comme des médicaments en fait au quotidien et qui sont inscrits dans la pharmacopée. Donc la pharmacopée, c'est tout ce qui régit donc les médicaments où on va retrouver les excipients, les principes actifs et tout. Vous le verrez dans le dernier cours qui dure 4 heures, mais qui fait pas partie dans la pré-rentrée. Et en gros, ce qui se passe, ben, grâce aux connaissances médicales des civilisations anciennes, en fait, on peut trouver potentiellement donc de nouvelles molécules qui pourront devenir un hit pour certaines indications. Donc ici, l'exemple, c'était grâce aux archives de médecine chinoise. En fait, il y avait plus de 200 substances naturelles qui étaient utilisées pour traiter la malaria. Et dans les années 70, en fait, il y a eu un programme de recherche qui a été lancé. Et ils ont découvert en 1972, en fait, l'artémisinine. Donc c'est cette molécule-là qui est issue de cette plante. Je ne sais plus le nom. Je crois que c'est l'artémisia, je sais plus quoi. Et en gros, ça permet de traiter le paludisme. Donc, comme quoi aussi, l'ethnopharmacologie, ça sert. Après, on peut aussi donc avoir un hit à partir d'un ligand ou d'un modulateur naturel. Donc, on peut soit à partir de la structure chimique d'un ligand qui est endogène ou d'un modulateur naturel, en fait, on va pouvoir développer des médicaments. Donc,
soit on va pouvoir développer donc un médicament agoniste, donc qui va être différent du ligand naturel, mais qui va donner la même réponse pharmacologique. Donc ça, c'est ce que je vous avais expliqué au tout début. Ou alors un antagoniste qui va empêcher donc le ligand de se fixer à la cible et donc d'induire la réponse pharmacologique. Si jamais le ligand, vous avez un ligand qui permet, je sais pas moi, d'activer votre sérotonine, donc de sécréter la sérotonine, vous pouvez créer un médicament qui va être antagoniste. Donc du coup, cet antagoniste, il va se fixer sur le récepteur et du coup, votre récepteur ne va plus pouvoir faire de sérotonine. Et ça, c'est en fait de l'antagoniste. Donc ici, elle a pris donc l'exemple avec l'adrénaline et la noradrénaline, donc qui sont donc des catécholamines, donc c'est des agonistes. Et là, elle vous a mis donc des antagonistes, donc le. Mais non, parce que lui. Non, le dobutamine et le salbutamol, c'est des agonistes aussi. Les quatre, c'est des agonistes. En fait, vous voyez qu'entre l'adrénaline et la noradrénaline, bon, vous voyez que le motif, il est plus ou moins répété ici. C'est le même motif. Donc du coup, vu que c'est le même motif, en fait, ça va avoir une certaine facilité à se fixer donc à la cible, au récepteur. Et du coup, en fait, ça a pour effet en fait d'amplifier la réponse pharmacologique. À l'inverse, maintenant, le pronétalol, c'est un bêta-bloquant, donc du coup, c'est un antagoniste. Donc du coup, en fait, ça va faire diminuer donc la tension artérielle. Et vous voyez que le motif, il est plus ou moins conservé, mais on a rajouté des éléments donc de part et d'autre. Et en fait, ça va en fait empêcher l'induction de la réponse pharmacologique. Mais on verra un peu plus en détail dans le cours de demain avec Léa. Une autre source, donc ça s'appelle la conception assistée par ordinateur. Donc, on peut soit faire de la détermination de la structure des protéines et de leur site de fixation par diffraction des rayons X, Rx et rayons X. Ensuite, on va faire de la modélisation moléculaire, donc de la forme et la nature du site de fixation. Et ensuite, on va faire du docking. Donc, le docking, en fait, c'est là, on va stimuler donc informatiquement le ligand dans le site actif. Sinon, on peut faire des études à partir des protéines analogues. Donc, pour que ce soit analogue, il faut forcément une homologie de séquence d'acides aminés supérieure à 90%. Sinon, c'est pas analogue. Ou alors, on peut faire du matching. Et du matching, en fait, c'est de la superposition de molécules. Et je crois que j'ai mis le schéma après. Ouais. Donc, ici, on a fait du docking. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de stimuler donc, le ligand dans le site actif ici. Et à droite, donc, c'est du matching. Donc, il y en a un. En fait, il y a plusieurs molécules qui ont été superposées. Et en fait, à partir de ça, ouais, on a quatre molécules parce qu'on a la verte, la jaune, la rouge et la bleue. Et on voit qu'elles se superposent en différents points en fonction de comment doit marcher cette protéine. Après, ça, c'est des exemples. Je ne rentre pas forcément dans le détail. Je pense qu'elle l'expliquera encore mieux comment. Ensuite, on peut avoir donc la conception par RMN, donc la résonance magnétique nucléaire. Donc, la RMN, c'est quoi? Ben, c'est une propriété donc, du noyau de certains atomes. Lorsqu'ils vont être soumis à des rayonnements électromagnétiques, en fait, ils vont avoir une certaine. En spectroscopie, on va pouvoir. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que oui, vu qu'il a relancé.
Ok, c'est bon. Désolé. Du coup, j'en étais où? Ah oui, du coup, on va pouvoir donc analyser en fait le spectre RMN. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les protéines, elles vont être marquées avec l'azote 15, donc 15N, donc c'est l'azote 15. En fait, on va marquer la liaison peptidique. Et ensuite, en fait, on va pouvoir obtenir donc des spectres RMN en 2 dimensions et pas en 3 dimensions. Donc, grâce avec l'azote 15 ou alors avec l'hydrogène. C'est l'hydrogène, c'est pas le deutérium ou le tritium. Et donc, du coup, en fait, il va obtenir donc, des spectres comme ça. Bon, du coup, vous n'avez pas à les étudier, ces spectres, parce que c'est pas au programme. Et du coup, alors, comment ça va marcher? Donc, en fait, il faut savoir, en fait, le site actif de la cible, il va être identifié. Donc, ici, il a été identifié ici, au niveau de ma protéine. Donc, en fait, ils ont fait donc, de l'ARMN, ils ont trouvé ça. Ensuite, ils vont faire un criblage. Et quand ils vont faire un criblage, en fait, euh, on va avoir donc un petit fragment moléculaire en vert. Donc, on va appeler ça un épitope, parce elle avait appelé ça un épitope. Et il va être mis en présence donc, au niveau proche de la protéine, au niveau du site actif. Et en fait, ils vont analyser, donc toujours en RMN, qu'est-ce qui va être modifié. Et en fait, ils vont faire ça plusieurs fois et ils vont essayer d'optimiser afin que cet épitope il puisse rentrer directement donc, dans le site actif ici. Donc, ils vont regarder donc, les acides aminés qui interagissent entre eux, etc. Tout ce qu'il y a autour donc, des acides aminés, en fait, c'est vraiment tout ce qui est de l'ARMN. Et du coup, en fait, ils vont optimiser. Et après, ce qui va se passer, c'est que ils vont remettre ils vont de nouveau faire un criblage et après, ils vont avoir un autre épitope en rouge. Et du coup, ça va être encore optimisé pour qu'ils puissent donc. Là, vous voyez que cet épitope-là, donc ce petit fragment, il n'a pas la même forme que la forme du triangle, donc du site actif. Donc, du coup, ils vont encore l'optimiser afin que ce soit correct. Après, ils savent faire leur truc, hein, donc c'est bon. Et du coup, ils vont faire ça ben, jusqu'à ce que tout le site actif, en fait, il ait pu être analysé. Et ah oui, un truc qu'il faut retenir, en fait, c'est que les épitopes, ils vont réagir qu'avec une petite partie du site actif. Donc, en fait, ils vont interagir, par exemple, qu'avec ici. Ils vont pas interagir sur tout le reste. Parce que du coup, s'ils interagissent sur tout, en fait, il va y avoir une activité pharmacologique d'eux-mêmes. Mais là, en fait, on n'aura pas d'activité pharmacologique. Et du coup, quand ils vont donc identifier ces fragments moléculaires, donc ces deux-là, qui donc sont bien placés grâce à l'ARMN, qui sont bien donc dans le site actif, ce qu'ils vont faire, en fait, ils vont faire un raccordement. Et donc du coup, ils vont avoir quelque chose comme ça. Il va être raccordé donc de façon chimique pour pas qu'on puisse en fait, selon le raccordement qu'on fait, on va forcément donc rajouter, je sais pas moi, des acides aminés ou quoi, et en fait, ça va changer donc les interactions avec la cible. Et ça, c'est pas bon. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et du coup, après, bah, tout ça, en fait, ça va être évalué expérimentalement. Et ça, c'était le petit schéma qu'elle avait fait. Donc, en gros, ça, c'est l'épitope en vert qui a été optimisé, donc c'est celui-ci. Et en rouge, ici, c'est l'épitope en rouge qui a été optimisé. Et du coup, ça, c'est le raccordement, donc ils ont juste mis une chaîne alkyle entre les deux. Voilà, voilà. Maintenant, on est toujours donc, dans la phase 2 donc, de la découverte de la molécule active. On va voir comment on peut isoler et purifier un hit. Parce que vous vous rendez compte que ben, quand on trouve cette molécule, isoler et purifier, c'est compliqué. Donc, quand on a réussi donc, à isoler et à purifier donc, notre hit, en fait, ça va clôturer cette étape de découverte. Donc, c'est aussi une étape qui est indispensable parce que généralement, en fait, on va avoir des mélanges avec différents composés. Donc, du coup, ça va être un peu complexe. Afin d'isoler assez facilement donc, notre hit, en fait, la purification, elle va dépendre de différents facteurs, donc de la structure de la molécule, de sa stabilité et de la qualité du composé. Et du coup, ben, généralement, tout ce qui est technique d'isolement et de purification, en fait, ça va être de la chromatographie. C'est vraiment la méthode par choix. Donc, on va voir donc différentes techniques.
Donc, on va voir donc la cristallographie par rayon X. Donc, la cristallographie par rayon X, c'est bien pour quand on va avoir une substance en grande quantité. Généralement, il nous faut notre molécule sous forme de cristal, donc sous forme cristalline. Et c'est une technique assez précise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de cristallos en RX. Enfin, c'est très, très précis. On a aussi donc la spectro par RMN. Donc, ce qui est bien avec la spectro par RMN, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'une grosse quantité. Et en fait, ça marche pour tout type d'échantillon. Donc, si notre échantillon il est solide, s'il est huileux, s'il est liquide, on va pouvoir faire de la spectro là-dessus. Sinon, on a aussi donc la spectro de masse. Donc, la spectro de masse, c'est vraiment le plus adapté parce que généralement, c'est des protéines. Et en fait, la spectro de masse, on l'utilise beaucoup pour les protéines et les peptides. Donc, on a besoin d'une très petite quantité donc, pour faire de la spectro de masse. On fait de l'analyse par fragmentation. Donc, je vous passe le détail de la spectromasse. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va marcher par fragmentation. Et en fait, ça va faire un rapport entre la masse et la charge. Mais après, c'est un peu compliqué d'analyser ça, mais du coup, c'est pas au programme. Donc, vous avez de la chance. Et du coup, si vraiment donc, on doute sur la structure du composé ou qu'il y a quelque chose qui cloche, en fait, vraiment, en dernier recours, en fait, ils peuvent faire une synthèse totale. Et la synthèse totale, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont comparer donc quand eux, ils ont synthétisé avec notre hit qui a été découvert. Ils vont comparer donc les propriétés physico-chimiques avec donc, la molécule qu'on a découverte. Et en fait, il ne faut pas qu'il y ait de différence. À partir du moment où il y a une différence, en fait, il y a un souci. Il ne faut pas qu'il y ait de souci. Donc, on arrive à la dernière étape. Donc, la dernière étape, c'est l'optimisation. Donc, c'est la dernière étape de la conception du médicament et les aspects chimiques. Donc là, on va parler de la modification chimique de la molécule. Donc, on va appeler le hit to lead. Donc, le hit, c'était ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et hit to lead, hit jusqu'au médicament candidat, quoi. Le fameux médicament. Donc, cette étape, elle va servir à quoi? Donc, on va faire des modifications donc, pharmacochimiques afin d'augmenter l'activité pharmacologique sur la cible, parce qu'au final, c'est toujours c'est un des objectifs essentiels, quoi. Parce que si on l'optimise pas, enfin, on est forcément obligé d'avoir une activité pharmacologique assez importante, sinon ça sert à rien de sortir un médicament. On veut donc réduire les interactions avec les autres cibles de l'organisme, parce que nous, notre but, c'est vraiment de cibler, par exemple, je sais pas moi, le rein. Donc si notre molécule de base, elle interagit avec le rein, le foie, la rate et tout, enfin, c'est pas très bon. On veut aussi améliorer donc, les propriétés pharmacocinétiques. Donc pharmacocinétique, je crois que je l'ai abrévié PK, parce qu'en fait, ça vient de l'anglais, donc pharmacokinetics, donc PK. En fait, les propriétés pharmacocinétiques, retenez que c'est tout ce qui est ADME. En fait, c'est relié à la biodisponibilité. Donc, absorption, distribution, métabolisme, excrétion. Excrétion, pardon. Et du coup, cette étape aussi, elle sert aussi à diminuer la toxicité de notre petit médoc. Donc, concernant la méthodologie, donc pour optimiser, en fait, c'est assez simple. Donc, on va essayer de simplifier, de faire des synthèses de dérivés proches de la molécule active naturelle ou synthétique. On va aussi donc faire l'évaluation de l'activité pharmacologique ou des propriétés pharmacocinétiques. Et on va aussi faire des études des relations structure-activité, donc les RSA. Donc en fait, l'étude des RSA, en fait, ça sert à dire pourquoi cette structure va avoir cet effet-là. Et du coup, en gros, le travail des pharmacochimistes ici, c'est à partir du moment où, quand ils font une modification, ils n'arrivent pas à déterminer pourquoi cette modification provoque cet effet-là, eh bien, en fait, ils vont pas faire d'autres modifications parce qu'ils doivent répondre d'abord à la première question. C'est vraiment un truc assez hiérarchisé. Hiérarchisé. Euh, La RSA et les PK ne se font jamais en même temps. On verra pourquoi après. Donc, les objectifs ici, ça va de définir les pharmacophores. Donc, tout à l'heure, on avait vu le sulfamide, donc le SH avec le NH, là, ce que vous avez montré tout à l'heure. Et donc, du coup, en fait, ces pharmacophores, ils vont être responsables de deux choses, donc l'activité pharmacologique et les propriétés pharmacocinétiques, donc l'aptitude de la molécule à atteindre sa cible, donc la biodisponibilité, donc ADM. Donc, les conditions pour cette optimisation. Donc, l'activité, en fait, elle va être définie à trois niveaux. Donc, l'activité de la molécule, elle peut se définir sur l'organisme entier.
Si c'est pour l'organisme entier, en fait, ça va avoir pas de signification pour l'activité intrinsèque, mais en fait, on va avoir beaucoup d'informations sur la pharmacocinétique. Pourquoi? Ben, parce que la pharmacocinétique, c'est la biodisponibilité, donc c'est tout ce qui est absorption, distribution, métabolisme et élimination. Donc du coup, c'est même de savoir comment la molécule va interagir sur l'organisme entier. Donc l'activité de la molécule sur un organe, elle a marqué qu'on fait abstraction de l'accès à ce niveau-là. En fait, c'est kiff-kiff, donc significatif et des informations sur l'activité intrinsèque et la pharmaco. Et on va avoir aussi l'activité de la molécule définie sur la cible. Donc ça va être très significatif pour l'activité intrinsèque, qu'on va expliquer plus tard, mais pas pour la pharmacocinétique, parce qu'on est sur la cible en soi. Donc on s'en fout qu'elle soit absorbée, distribuée, métabolisée ou éliminée, parce qu'elle est arrivée à la cible. Et enfin, on va voir donc les outils pour permettre ça. Donc, on va avoir deux approches pour faire le RSA, pour définir les pharmacophores. Soit on va faire de la topographie 3D de la cible. Donc, si la cible elle est connue, on peut comparer les interactions ligands-cibles avec les propriétés pharmacologiques qui sont mesurées expérimentalement. Ou alors, on peut comparer des molécules criblées par des comparaisons structurales et physico-chimiques. Donc, si on a deux molécules qui se ressemblent, on va pouvoir donc comparer ces deux molécules-là. Donc, on va parler donc du pharmacophore et de l'activité intrinsèque. Donc, l'activité intrinsèque, c'est quoi? C'est tout ce qui va être relié donc à la nature des fonctions chimiques, donc à, fonctions hydroxyle, fonctions amines, etc. L'enchâssement donc de mon pharmacophore dans des chaînes ou dans des cycles, s'il est entre deux cycles, s'il est en bout de chaîne, etc. La géométrie et la position par rapport à d'autres groupements, et la répartition électronique. Donc ça, c'est à apprendre par cœur. Je crois que j'ai mis. Non, j'ai pas mis le cœur, peut-être. Je sais. Donc, du coup, ces caractéristiques, en fait, elles sont liées par des liaisons faibles à la cible. Et en fait, toutes les modifications qu'on va faire sur le pharmacophore, en fait, ça va modifier l'activité pharmacologique et l'activité intrinsèque. Et toutes les modifications qui vont être externes au pharmacophore, en fait, elles vont moduler l'activité. J'ai mis le cœur parce que, ouais, du coup, ça c'est à apprendre parce qu'il y a des questions qui tombent. Oui, donnez-moi les caractéristiques de l'activité intrinsèque. Donc, on va prendre l'exemple qu'elle avait pris. Donc, en fait, ici, elle a mis donc trois mêmes. Donc, en fait, c'est trois molécules différentes qui sont dérivées du sulfamide. Donc, le sulfamide, c'est ça. C'est le pharmacophore qui est ici. Et en fait, vous voyez que selon l'environnement autour de lui, enfin, les fonctions chimiques qu'il a autour de lui, en fait, la molécule ne va pas du tout avoir la même activité. Ici, dans le sulfadoxine, elle va avoir cette molécule, elle va avoir une propriété antibactérienne. Dans le tolbutamine, elle va avoir une propriété hypoglycémiante. Et dans l'hydrochlorothiazide, elle va avoir une propriété antidiurétique. Donc, vous voyez vraiment que, en fait, quand on étudie les pharmacophores, en fait, c'est assez compliqué quand même. Et c'est pour ça qu'en fait, on doit toujours on doit toujours hiérarchiser et bien vérifier les choses. Mais ça reste toujours aussi difficile, en fait, à chaque fois d'étudier les pharmacophores et de faire des RSA. Pourquoi? Parce que... Oh putain, j'ai mon ordi qui va s'éteindre. Donc, c'est difficile de faire des RSA quand on a un groupement pharmacophorique qui provoque des effets différents sur un type de récepteur qui appartient à des systèmes physiologiques fonctionnels différents. Donc, on va prendre les récepteurs alpha-adrénergiques. Donc, euh, ces récepteurs, en fait, on va les retrouver donc, au niveau périphérique, mais aussi au niveau du système nerveux central. Et en fait, on va avoir donc un médicament, la clonidine. En fait, elle va avoir donc, je crois que c'est un agoniste des récepteurs alpha-adrénergiques. Et elle peut avoir soit des propriétés hypertensives ou alors elle peut avoir des propriétés hypotensives. Donc du coup, c'est pour ça que c'est vraiment un peu chiant, en fait, des fois, d'étudier l'activité intrinsèque. Parce que ça dépend où est-ce qu'on se trouve. Ensuite, maintenant, on va voir donc le pharmacophore, donc du point de vue de la pharmacocinétique. Donc, les caractéristiques ici, donc par rapport à tout à l'heure, on va pas avoir de répartition électronique, etc. Ici, ce qui va faire foi, c'est vraiment l'hydrophilie et l'hydrophobie.
et l'acidité-basicité et l'amphoterité. Donc l'hydrophilie, c'est... est-ce que vous vous rappelez c'est quoi ce qui est hydrophile et hydrophobe? Hydrophile, c'est que ça aime bien l'eau, et hydrophobe, c'est que ça aime pas l'eau. Et l'amphoterité, c'est amphotère, c'est quand c'est à la fois basique et acide. Oui, un point... Ah, je crois que je l'ai pas mis. Quel... Je crois que je l'ai mis après. Donc en fait, ces caractéristiques, elles vont avoir plus d'impact donc sur l'aptitude d'une molécule à atteindre sa cible ou traverser des membranes cellulaires et tout ce qui est ADME. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la pharmacocinétique, c'est quand ça touche tout ce qui est donc la biodisponibilité, ADME. Donc là, je vous ai mis des exemples donc de petits groupements qu'on peut rajouter donc qui augmentent la lipophilie. Donc on va avoir du CF3, du fluor, du chlore, du CH3. Et ce qui va augmenter l'hydrophilie, ben, ça va être de l'alcool ou du CO2-. Et du coup, ces paramètres, en fait, eux, ils vont être évalués sur la globalité de la structure moléculaire. Parce que c'est vraiment la globalité de la molécule, en fait, qui va ben, pouvoir modifier ses caractéristiques physico-chimiques et de pouvoir ben, traverser telle ou telle membrane. Et ça aussi, c'est à apprendre par cœur. Donc, la méthodologie des modulations chimiques, donc on l'a vu tout à l'heure. Donc, toujours la synthèse de dérivés proches des molécules actives naturelles ou synthétiques. Donc, l'évaluation donc, de l'activité pharmacologique et ou de la toxicité et l'étude de la relation structure-activité. La modulation chimique. Donc, elles sont limitées pour conserver l'essentiel de la structure moléculaire d'origine. Donc, généralement, on va essayer de simplifier la molécule active, mais sans forcément trop la simplifier, parce que sinon, après, ça va pas forcément très bien marcher. Et aussi, on peut faire des associations à des éléments divers. Et vraiment toujours garder en tête, tant qu'on ne sait pas pourquoi, genre si on fait telle ou telle modification, pourquoi ça engendre cet effet-là, ben, en fait, on va rester vraiment sur cette étape et on va essayer de ben, pallier ce petit souci. Donc, à chaque modification structurelle, en fait, on va regarder donc les propriétés pharmacologiques, donc avec l'activité intrinsèque, et les propriétés pharmacocinétiques, donc tout ce qui est ADME. Donc vraiment, les deux, ça ne se fait pas en même temps et ça ne se fait pas au même niveau. Parce que le PK, enfin, les propriétés pharmacocinétiques, ça se fait vraiment au niveau de l'organisme entier. Alors que les propriétés pharmacologiques, ça peut se faire au niveau de la cellule en elle-même. Et du coup, en fait, ces modifications, elles vont être évaluées pour quantifier ben, leur impact. Donc, du coup, les relations structure-activité, elles sont très importantes et du coup, elles sont aussi étudiées ben, pour comprendre pourquoi ben, cette propriété structurale ou cette propriété physico-chimique a permis d'obtenir ben, ce résultat-là et pas un autre. Donc voilà ce qu'il faut retenir aussi, c'est que par exemple, juste en ajoutant un seul atome ou alors en ajoutant juste un CH3 en plus, en fait, on peut modifier, on peut très bien ne pas modifier la propriété physico-chimique ou modifier une propriété ou alors modifier entièrement la molécule. Et du coup, c'est pour ça qu'on vous dit que les modulations chimiques, en fait, elles sont limitées, parce qu'on ne peut pas faire non plus énormément de choses là-dessus. Et là, du coup, je vous ai remis donc ce que je vous ai dit déjà 2 fois. Tant que là, on ne sait pas pourquoi cette modification implique tel effet sur cette propriété, ben, du coup, ben, il reste ici et il essaie de répondre à cette question. Donc, un exemple de modulation chimique donc, sur la morphine. Donc, en fait, le but, c'était de trouver en fait, une molécule qui n'induisait pas de dépendance physique. Parce que vous savez, la morphine, en fait, ben, c'est très dangereux et on peut facilement donc, être dépendant à la morphine. Donc ici, c'est le pharmacophore donc original. Donc le R, s'il est remplacé par ça ici, ça va être la phénazosine, etc. Donc en fait, ça c'est un exemple en fait de RSA qui a été fait et du coup on voit ben, comment ils ont réussi à diminuer donc ce risque de dépendance. Donc la morphine, elle est ici. Donc la morphine, elle ressemble à ça quand les R ils sont remplacés par des H, hein.
celui-ci, s'il est remplacé par un CH3, c'est de la coédéine. Et si c'est remplacé par COCH3, ben, c'est de l'héroïne. Donc en fait, ce qu'ils ont essayé de faire ici, quand ils ont fait donc, leur RSA et les modulations chimiques, en fait, ils se sont rendus compte que en modifiant le cycle, en ajoutant un substituant donc de ce côté-là en bout de cycle, donc en fait, ils ont enlevé la double liaison, ils ont rajouté donc un gros substituant et en plus, ils ont rajouté, donc vous voyez ici, ils ont rajouté un pontage cyclique. En fait, ils ont fait un pont entre le cycle. En fait, tout ça, ils ont pu montrer, donc grâce au RSA, qu'en fait, ils avaient réduit le risque d'indépendance et donc ils ont réduit le risque de toxicomanie. Et du coup, ce médicament, ben, il existe, c'est la buprenorphine. Et du coup, ben, ce médicament, ça a été fait grâce au RSA, donc les relations structure-activité. Et voilà, ça touche à sa fin. Donc, en conclusion, donc, le petit schéma récapitulatif. Donc, la conception du médicament et les aspects chimiques, c'est vraiment les trois premières étapes, avec l'identification, la validation de la cible en première étape, la découverte de la molécule active, la deuxième étape, et l'étape 3, l'optimisation. Donc, ça se passe en amont des essais cliniques et des essais précliniques, et avant l'autorisation de mise sur le marché. Donc, au final, en fait, la recherche et le développement de médicaments, ben, c'est plein de choses. C'est déjà tester l'affinité avec la cible, tester la sélectivité, tester la biodisponibilité, tester la toxicité du produit et regarder les métabolites, mettre au point la synthèse industrielle. Enfin, il y a tout plein de choses. Et au final, tout ça en combien de temps? Ben, en une dizaine d'années. Et voilà. Et du coup, ben, il vous reste encore 3 QCM. Et après, on a fini avec ce cours qui était assez long. Alors, parmi les propositions suivantes, quelle est ou quelles sont là où les caractéristiques que peut présenter un HIT lors de la deuxième étape de conception du médicament? Donc, la deuxième étape, c'est la découverte de la molécule active. Ok, j'ai du DE, DE, DE. Eh bien, vous avez tous faux, parce qu'en fait, toutes les réponses sont justes. En fait, c'est ce que je vous ai dit au début. En fait, notre HIT, ok, généralement, il manque d'originalité, il y a une faible biodisponibilité, il y a une grosse toxicité, il y a une mauvaise sélectivité. Mais en fait, rien n'empêche à un hit déjà d'avoir ben, une bonne sélectivité, mais d'être très toxique. Ou d'avoir une bonne sélectivité, mais d'être peu toxique. Ouais, ça c'était un peu la question bâtard. Mais voilà, du coup, c'est ce que je vous ai écrit là, ici, en, en explication. Donc vraiment, le hit, il peut tout avoir comme rien avoir, comme avoir un petit truc ou rien du tout. Question 5. Parmi les propositions suivantes, quelle est ou quelles sont là où les étapes de la conception d'une molécule active par résonance magnétique nucléaire? Ok, Mathilde, elle dit DE. D'autres personnes? CD.
Et une dernière personne. Bon, du coup, il y a deux bonnes réponses. Alors, la A, elle est fausse. Donc, la conception de la molécule active donc, par RMN, c'est pas une analyse du spectre 3D, c'est une analyse du spectre 2D. Le marquage de la protéine cible à l'azote 14, c'est pas l'azote 14, c'est l'azote 15. Le marquage de la protéine au carbone 13, c'est pas le carbone 13, il n'y a pas de carbone 13 en RMN. Le carbone 13, c'est pour la datation. C'est quand on veut dater des choses. Et du coup, il y a bien le criblage de la protéine de la cible marquée et le raccordement des fragments moléculaires. Donc la D et la E. Pour la E, c'était la petite image avec le carré vert et le losange rouge, avec les deux épitopes. Donc là, je vous ai marqué là les explications. Et du coup, le dernier QCM, donc parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles caractérisent le pharmacophore défini pour l'activité intrinsèque d'une molécule. Alors ça, j'ai vraiment juste recopié une annale qu'elle avait posée. Donc là, on parle du pharmacophore pour l'activité intrinsèque et pas pour la pharmacocinétique. ABC, ABC, ABC. Allez, une dernière personne. Donc, le pharmacophore pour l'activité intrinsèque. Bon, du coup, il n'y a plus personne qui répond. Donc, du coup, c'était bien ABC. Donc, il y a la répartition électronique, là où les fonctions chimiques, la géométrie, la position, s'il est enchâssé donc dans un cycle, etc. Et pour la pharmacocinétique, les pharmacophores pour les pharmacocinétiques, les propriétés pharmacocinétiques, c'est le caractère acido-basique et l'hydrophobie et l'hydrophilie. Et ça, ces deux derniers, c'est pour l'ensemble de la molécule. Et voilà, du coup, ben, merci pour votre attention. Je sais qu'il a été un peu long, ce cours. Il y a vraiment beaucoup d'informations à retenir. Mais déjà, si vous avez retenu plus ou moins donc, les éléments où j'essaie d'insister le plus, en vrai, ça sera facile pour vous. Est-ce que vous avez encore quelques questions sur des petites notions vite fait ou revoir quelque chose avant que je meure desséché? Oui, oui, tous les profs, en fait, enfin, pas tous, ça dépend. En UE 12 et 11, il n'y a pas forcément des diapos de partout. Mais dans tous les cas, les diapos des profs, en fait, les trois quarts, enfin, ils sont déjà remis dans les cours du TAM. Donc voilà. Et vraiment, retenez bien donc, tout ce que j'explique au début, donc la démarche scientifique, les objectifs de l'interaction médicament-cible, les différents types de liaisons, les pK, les caractéristiques des récepteurs, les caractéristiques des enzymes, que les deux cyprotiques, ben, c'est les enzymes et les récepteurs le plus. Donc la stéréochimie des liaisons, leur pKa des acides aminés, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'interaction qui est mise en jeu, les différentes sources,
donc les sources de découverte. Apprenez bien la RMN parce que c'est déjà tombé la RMN aussi. Bien faire la distinction entre activité intrinsèque et propriété pharmacocinétique. Les deux ne se font jamais en même temps parce que justement, la pharmacocinétique, c'est tout ce qui est ADME, donc biodisponibilité, ça se fait généralement sur l'organisme en entier. Et l'autre, justement, donc l'activité intrinsèque, elle se fait au niveau de la cellule ou de la cible. Et du coup, retenez bien aussi que pour les PK, donc la pharmacocinétique, c'est l'hydrophobie, l'hydrophilie, l'acidobasicité, l'amphotarité, et du coup le reste pour les autres. Et voilà, voilà. Du coup, bah, s'il n'y a plus de questions, je vais pouvoir vous libérer.